Nous allons travailler aujourd'hui sur la datation relative au laboratoire. Dans le cours précédent, on avait déjà travaillé sur la datation relative de manière générale en énonçant certains principes. Aujourd'hui, au laboratoire, qu'est-ce que l'on peut faire au laboratoire qui nous permette de comprendre cette datation relative? Les relations géométriques de superposition, recoupement, inclusion, donc on parle des principes en fait, permettent de reconstituer la chronologie relative de structures ou d'événements géologiques de différentes natures et à différentes échelles d'observation. Donc on peut observer évidemment de manière globale, à l'œil nu, ou observer à la loupe ou au microscope par exemple. Nous allons essayer d'utiliser les relations géométriques pour établir une succession chronologique d'événements à partir d'observations à différentes échelles et sur différents objets, par exemple la mince observée au microscope. Bon, on pourrait observer à l'œil nu aussi, une roche par exemple, vous pourriez voir donc la roche en elle-même, les cristaux qui sont à l'intérieur de la roche, ou plutôt en surface, parce que bon. Nous allons essayer d'observer les auréoles liées à la désintégration de l'uranium dans les zircons au sein des biotites. Alors les zircons, bon, peut-être un peu radioactifs. Donc nous allons essayer de montrer l'importance du travail de laboratoire pour reconstituer l'histoire d'un échantillon et celle de la région dans laquelle il a été prélevé. Là, nous allons appliquer également les principes de datation relative, comme nous l'avons déjà vu dans l'autre cours. Donc je ne les répète pas aujourd'hui, donc ces principes. Et celle de la région dans laquelle il a été prélevé, cet échantillon bien entendu. Il s'agit alors d'appliquer les principes de datation relative à l'échelle d'un échantillon observé à l'œil nu ou au microscope. Alors d'abord, je vais commencer par vous décrire quelques documents. Alors bien sûr, pour travailler, il va falloir que vous alliez chercher les documents sur Internet. Je vais vous les citer tout à l'heure. Donc je répète, pour officialiser un peu ce cours, pour officialiser c'est un grand mot, la datation relative au laboratoire. Pourquoi est-ce qu'on veut absolument dater au laboratoire? Eh bien pour affiner les choses, bien entendu. Pourquoi? Parce que les échantillons récoltés sur le terrain peuvent contenir des indices qui vont permettre de confirmer ou d'affiner, tout du moins, la chronologie relative établie à l'échelle du paysage. Échelle du paysage, donc ce que nous avons fait le cours précédent. On peut se poser la question évidemment, quels indices chronologiques des échantillons de roche peuvent-ils contenir, en plus de ce que l'on peut voir dans les échantillons ou dans les affleurements à l'échelle globale évidemment. Alors, il serait bon que concernant la chronologie d'événements visibles à l'œil nu, vous alliez chercher sur Internet le basalte de Sauterre, donc dans le Puy-de-Dôme, contenant une enclave de péridotite qui est une roche constitutive du manteau terrestre. Donc essayez d'aller voir ce document. Nous allons en parler tout à l'heure. Document également, des fragments du manteau terrestre peuvent remonter jusqu'en surface. Donc là, il s'agit d'un petit schéma que vous pourriez retrouver aussi. Et trouver également un exemple de conglomérat de la région d'Albas dans l'Aude. Et ensuite également, on aura besoin pour la chronologie d'événements lisibles au microscope, on aura besoin du document, d'une photographie du basalte de l'Etna en Italie. Donc basalte de l'Etna observé au microscope polarisant, donc lumière polarisée analysée dans ce cas-là, avec ces cristaux de plagioclase, de pyroxène d'olivine et des petits cristaux de microlithes, qui sont des microlithes, dispersés dans du verre volcanique. Accompagnant cette lame mince, en fait en lumière polarisée analysée, un autre document va vous être utile, c'est celui, donc grand B, donc c'est le 2 grand B, des conditions de refroidissement et de cristallisation d'un magma basaltique. Document 2 grand C, un cristal de biotite contenant des cristaux de zircon avec l'observation au microscope polarisant en lumière polarisée non analysée. Donc voilà, nous aurons besoin de ces documents 1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 2C.
Une fois que vous avez ces documents devant vous, eh bien, concernant le basalte de Sauterre, contenant une enclave de péridotite, roche constitutive du manteau terrestre, eh bien, on peut appliquer le principe de datation relative à l'observation de l'échantillon de roche, où on peut retrouver la trace et la chronologie d'événements survenus au cours de la formation. Donc il y a le basalte et à l'intérieur il y a une enclave de péridotite. Alors on va essayer d'expliquer ça tout à l'heure, hein. Je ne vais pas vous donner toute la solution maintenant, mais si vous regardez le schéma, parce qu'en fait dans ce basalte on peut se demander pourquoi est-ce qu'il y a une enclave de péridotite, d'où elle vient. Sachant que la péridotite c'est dans le manteau, hein, c'est pas dans la croûte. Croûte continentale granitique par exemple, c'est pas dedans. Alors dans le document 1B, on vous présente des fragments du manteau terrestre, enfin on vous dit du moins que des fragments du manteau terrestre peuvent remonter jusqu'en surface. Ça veut dire que vous avez le manteau en profondeur, au-dessus la croûte granitique, et vous avez donc dans ce manteau en profondeur du magma basaltique. Avec remontée de ce magma basaltique qui se ferait un chemin à travers la croûte continentale de nature granitique. Et puis il y a donc à la surface donc un volcan qui se met en place et il y a des coulées de basalte. Et dans ce basalte, dans le document 1A, on s'aperçoit qu'il y a de la péridotite. Donc on en reparlera tout à l'heure. Mais déjà vous avez l'idée globale de ce que je vais vous dire. Ensuite dans le grand C, donc document 1C, conglomérat de la région d'Albas dans l'Aude. Donc vous voyez donc des galets qui sont gris clair, qui sont emprisonnés dans un espèce de ciment, plus ou moins jaunâtre, plus ou moins marron. Bon. Donc il s'agit en fait d'une roche sédimentaire détritique, ce conglomérat. Hein. Donc cette roche sédimentaire, donc ce conglomérat, contient des galets de couleur claire qui sont issus de l'érosion d'une ancienne chaîne de montagnes de l'ère secondaire. Leur forme arrondie témoigne d'un transport fluviatile qui a été relativement long. Ils sont solidarisés, ces petits morceaux de galets, par un ciment dont la nature est calcaire. Alors vous ne pouvez pas le deviner, hein, on vous le dit. Donc, ce qui atteste de la richesse des eaux fluviatiles de la région en ions calcium et hydrogénocarbonate de calcium. Alors, donc on va détailler un petit peu tout à l'heure. Là, j'en viens maintenant à parler du document 2 grand A et 2 grand B, et 2 grand C également, concernant une chronologie d'événements visibles au microscope. Alors, le document 2A montre un basalte de l'Etna, que l'on trouve en Italie, observé au microscope polarisant, lumière polarisée analysée, où vous voyez des cristaux de plagioclase, des numéros 1 à 4, un cristal de pyroxène numéro 5, un cristal d'olivine numéro 6 et de petits cristaux, donc qui sont des microlithes, dispersés dans du verre volcanique, correspondant au numéro 7. Alors on s'aperçoit donc que les éléments, donc il y a des cristaux qui sont gros, que l'on appelle des phénocristaux, des cristaux qui sont beaucoup plus petits que l'on appelle des microlithes, et on voit plein de noir autour de ces microlithes, c'est du verre volcanique. Et donc vous avez un schéma d'interprétation à côté, enfin pas d'interprétation, mais qui vous montre à quel moment ont pu être fabriqués, ont pu être formés donc ces petits cristaux ou ces phénocristaux. Donc vous avez dans le document 2B des conditions de refroidissement et de cristallisation d'un basalte, où vous avez donc le point 0 en surface avec 0 degré de température et en profondeur 175 km. Et on vous présente un magma qui est situé dans la zone à peu près température 1100 degrés à peu près pour une profondeur de un peu moins de 150 km, 160 à peu près, où le magma est à l'état liquide. Dans ce magma à l'état liquide, le magma est à l'état liquide, donc il n'y a pas de cristaux automatiquement. Et lors de la remontée de ce magma, la remontée est très lente, enfin lente, voire très lente,
eh bien, à un moment donné, ce magma va arriver dans une zone qui ne sera plus tout à fait liquide, mais qui sera une zone de cristallisation fractionnée, en fait, dans une zone où il y a à la fois des... Donc c'est une zone de pas cristallisation fractionnée, mais ou alors vous avez à la fois des liquides et des cristaux. Donc c'est une zone où il y a une fusion partielle, en fait. Fusion partielle, donc ça veut dire que fusion partielle, si on passe du liquide à des liquides plus cristaux, donc on a cristallisation partielle, mais si on passe de solide à liquide, on a une fusion partielle. Donc, quoi qu'il en soit, on a notre magma dans une zone liquide et qui va arriver à 1150 km et pour une profondeur de... Non, pas 1150 km, 1150 degrés Celsius. Oh là, je me mélange tout. Pour une profondeur de 60 km à peu près, donc vous avez donc formation des premiers phénocristaux. Donc ça veut dire qu'il y a un léger refroidissement, une zone en tout cas sensible, qui fait que la cristallisation va commencer. Donc cristallisation fractionnée va commencer. Et ce magma continue à remonter, la remontée est plus rapide, et bien entendu, les cristaux se forment de plus en plus. Et arrivé en surface, donc le magma va se refroidir. Alors, donc on va en discuter tout à l'heure. Ensuite, on a un cristal de biotite contenant des cristaux de zircon que l'on observe au microscope polarisant. Le zircon, c'est un minéral courant dans les magmas granitiques. Il est extrêmement résistant et il est considéré comme pratiquement inaltérable, si bien que certains cristaux de zircon sont presque aussi vieux que la Terre. On le trouve couramment en inclusion dans des cristaux de biotite au sein des granites et des rhyolites et il peut contenir des traces d'uranium, qui est un élément radioactif qui, en se désintégrant, va brûler la biotite environnante en provoquant la formation d'une auréole brune ou noire caractéristique. Alors, essayons de proposer une datation relative du basalte et de la péridotite de Sauter, dans le document numéro 1, et proposons un schéma également permettant de reconstituer les étapes de la formation du conglomérat d'Albas et essayons d'établir une chronologie de la mise en place des cristaux visibles sur les lames minces. Alors, je répète que le document numéro 1 nous propose, à partir d'observations de 2 échantillons de roches à l'œil nu, un basalte à enclave de péridotite et un conglomérat de galets, donc d'appliquer le principe d'inclusion permettant de reconstituer les étapes de leur formation. Alors, on va en reparler tout à l'heure. Les enclaves de péridotite constituent des reliques du manteau supérieur dont la fusion partielle a engendré le magma basaltique. Alors, une description raisonnée peut être mise en place concernant ce conglomérat, et cette description raisonnée, elle montre qu'il est possible de reconstituer les étapes de la formation en s'intéressant au caractère des éléments cimentés, donc la nature, la granulométrie, la forme des grains également, et au caractère évidemment du ciment, par exemple la couleur, la composition chimique, etc. Donc dans le document numéro 2, eh bien, l'objectif est d'appliquer les principes de datation relative, de recoupement et d'inclusion à l'échelle du minéral, et d'utiliser le microscope polarisant et d'identifier les cristaux et la texture des roches magmatiques, d'observer en même temps les auréoles liées à la désintégration de l'uranium dans les zircons au sein des biotites. Alors, ça vient. Alors, dans le document, donc, dans le document, la photo 1A, dans le document 1A, on voit un échantillon de basalte de Sauter. C'est une roche magmatique de type volcanique qui contient une enclave de péridotite, qui est une roche du manteau terrestre, et cette observation illustre le principe d'inclusion
à l'échelle de l'échantillon. La péridotite est une roche préexistante à la formation du basalte. Quant au schéma 1B, donc document 1B, on peut comprendre la chronologie des événements intervenus au cours de sa formation, c'est-à-dire que lors de la remontée du basalte, du magma basaltique, eh bien, des fragments de péridotite sont arrachés au manteau. Ces fragments vont remonter vers la surface et se retrouvent en inclusion dans le basalte. Quant au conglomérat de la région d'Albas, donc c'est la photographie 1C, eh bien c'est une roche sédimentaire détritique qui contient des galets clairs arrondis qui sont liés par un ciment calcaire. Et cette observation illustre bien aussi le principe d'inclusion à l'échelle de l'échantillon. Ces conglomérats donc proviennent de l'érosion de roches sédimentaires d'une chaîne de montagnes de l'ère secondaire. L'aspect est arrondi concernant ces galets, ce qui résulte d'une usure importante au cours du transport fluviatile. Le ciment calcaire, quant à lui, il renseigne sur la richesse en ions calcium et en ions hydrogénocarbonate des eaux fluviatiles. Il est autour des galets, ce ciment. Il s'est donc formé après leur dépôt. Alors l'exemple de schéma, donc ça veut dire on a un relief montagneux. Premièrement, on va avoir une érosion et un transport. Deuxièmement, il y aura une sédimentation avec dépôt des galets. Troisièmement, un enfouissement et un compactage. Et quatrièmement, une cimentation calcaire. Donc l'ensemble donnant évidemment un conglomérat. Donc ça, c'était pour le schéma qui reconstituait les étapes de la formation du conglomérat d'Albas. Ensuite, dans le document 2A, on a un basalte de l'Etna qui est une roche magmatique volcanique constituée de phénocristaux de plagioclase de 1 à 4. Phénocristaux, ce sont des cristaux qui sont relativement gros et que l'on oppose aux microlithes qui sont les mêmes cristaux mais beaucoup plus petits. Donc on a dit on a des phénocristaux de plagioclase pour les numéros 1 à 4. Donc vous avez le document devant vous. Cristaux de pyroxène numéro 5, d'olivine numéro 6 et de nombreux petits microlithes dispersés dans du verre volcanique en numéro 7. Ce basalte s'est formé par refroidissement et cristallisation d'un magma basaltique, ce que vous pouvez observer dans la figure 2B, donc dans le graphique 2B. Après sa formation, le magma a commencé à refroidir lentement en profondeur. Des phénocristaux comme les minéraux 1 à 6 se sont alors formés, 1 à 6, donc c'est-à-dire phénocristaux de plagioclase, de pyroxène et d'olivine. Puis, le magma a ensuite migré vers la surface et a refroidi brutalement. Il y a eu formation à ce moment-là des microlithes, puis du verre volcanique. Les phénocristaux ne se sont pas tous formés en même temps, bien entendu, c'est-à-dire que le pyroxène numéro 5, on voit qu'il englobe partiellement les plagioclases, 1 à 3. Donc, il a cristallisé après les plagioclases. 1 à 3. D'après le principe de l'inclusion. Donc je répète, les phénocristaux ne sont pas tous formés en même temps. Le pyroxène 5 englobe partiellement les plagioclases 1 à 3. Il a donc cristallisé après les plagioclases 1 à 3, donc d'après le principe de l'inclusion. De même, le plagioclase 3 englobe le plagioclase numéro 4. Donc ce dernier existait déjà lorsque le plagioclase numéro 3 s'est formé, et toujours d'après le principe de l'inclusion. Le cristal de biotite, lui, il contient en inclusion des cristaux de zircon, ce que l'on voit sur la photo C, donc 2C. Donc le zircon est plus ancien que la biotite, et on a appliqué le principe de l'inclusion. L'auréole noire de métamorphisme s'est formée dans la biotite à partir de la radioactivité dégagée par le zircon. Elle est donc postérieure à la formation de la biotite. Voilà, donc sans se mélanger un peu trop, enfin j'espère que je ne vous ai pas dit trop d'erreurs, d'étourderies, ce qui peut arriver, ce qui m'arrive des fois, donc à vous de rétablir aussi. Ça m'arrive d'être étourdi des fois, de dire des choses... Par exemple, dire le contraire de quelque chose. Alors, essayez de rétablir. J'essaie le moins possible, mais bon, quand on prend de l'âge, des fois, on se mélange un peu les pinceaux. Étourderie. C'est-à-dire qu'on sait les choses, mais des fois, ce sont des étourderies. Voilà, ça arrive. Ça peut arriver.
Alors c'est pas pour m'excuser, hein, mais simplement pour vous dire de soyez attentif à ce que vous lisez, à ce que je vous dis. N'acceptez pas tout, mais ayez un œil qui vous permette de juger, de critiquer de manière bienveillante évidemment. Voilà, donc datation relative au laboratoire, hein. On a vu qu'il y avait quelques indices chronologiques d'échantillons de roches, donc qui ont permis à partir d'une chronologie d'événements visibles à l'œil nu et d'une chronologie d'éléments visibles au microscope, eh bien, de compléter un petit peu la datation relative que nous avons pu faire de manière globale dans l'autre cours au niveau des affleurements. Donc, affleurements à grande échelle. Et là, on s'est rapproché à l'œil nu et au microscope. Voilà. Le cours est terminé. Merci. Petit sourire.